Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cycle de conférences Aimer en vérité pour tous les couples organisé par la Confédération nationale des AFC et en particulier par le secteur conjugalité. Alors, je reprécise les objectifs de ce secteur conjugalité. Évidemment, c'est d'avoir une action auprès des pouvoirs publics pour lutter contre la précarisation du couple et son affaiblissement dans la société, puisqu'on sait que le couple, c'est le ferment rénovateur à la fois de la famille et de la société. Et puis, le deuxième objectif de ce secteur, c'est évidemment de vous proposer des services à nos familles adhérentes ou pas. Et en particulier, nous avons enclenché et démarré ce cycle de conférences à distance pour tous les couples. Vous vous souvenez que le 23 janvier dernier, c'est Camille Rochet qui nous avait parlé de la crise dans le couple, comment surmonter les crises. Vous pouvez retrouver cette conférence sur le site de la Confédération nationale. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurent et Edith Berlizeau, qui ont accepté de traiter d'un deuxième sujet, l'amour au féminin et au masculin. Alors, je les présente. Edith est formatrice au Clair, Amour et famille. Elle intervient dans les collèges et dans les lycées pour éduquer les élèves à la vie affective, relationnelle et sexuelle depuis maintenant 13 ans. Elle rencontre environ 2500 adolescents ou préadolescents pour parler avec eux d'amour, de relations filles-garçons, de sexualité, d'estime de soi. Elle est par ailleurs conseillère conjugale et familiale du Clair depuis 8 ans et accompagne les couples en difficulté dans la région de Saint-Germain-en-Laye, où vivent les Berlizeau. Edith et Laurent sont mariés depuis 28 ans et durant plusieurs années, ils ont préparé des couples au mariage, civil en mairie, mais aussi ont fait partie de l'équipe de préparation au mariage dans la paroisse de Saint-Germain. Ils ont animé l'an dernier une conférence également en visio dans le cadre d'un cycle de conférences pour les AFC auprès de la jeunesse des 18-25 ans. Et ce soir, avec l'expérience professionnelle d'Edith et l'expérience de couple de Laurent et Edith, bien sûr, ils vont nous dire à leur manière comment aimer malgré ou avec nos différences hommes-femmes. Sans plus attendre, je leur laisse la parole. Bienvenue, Laurent et Edith. Nous sommes tout oui. Vous allez intervenir à peu près 45 minutes, 50 minutes, et puis on aura une période de questions-réponses sur la fin de votre conférence. Merci Stéphane. Est-ce que ça va? Vous nous entendez bien là? C'est bon le son, Stéphane? Très bien. Ok. Merci pour ton accueil et on est vraiment bonsoir à tous. On est vraiment content d'être avec vous ce soir, content et frustré en même temps parce que on vous imagine derrière votre écran sans vous voir et c'est d'autant plus frustrant que nous allons ce soir parler de relations. Et vous savez bien qu'il se passe plein de choses dans le visage, dans le regard, des regards inquiets, des regards dubitatifs, des regards amusés. Voilà. Et donc, grâce à Stéphane qui fera le lien, eh bien, on aura vos réactions et vos questions écrites. Et on prendra un temps, effectivement, à la fin pour pouvoir y répondre. Ce cycle de conférences se nomme « Aimer en vérité ». Et ce soir, nous parlons donc de masculin-féminin, homme-femme. Comment on va pouvoir aimer avec nos différences? Alors, avec ce sujet, évidemment, le risque, ça serait d'enfermer chaque sexe dans une case. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. En fait, on a tous en nous une part de masculin et de féminin. Et c'est l'éducation, l'environnement, bien qui vont nous influencer aussi largement. Et par exemple, moi, je suis arrivé dans la famille après 3 garçons. Alors, vous imaginez la joie de mes parents si j'avais été une fille. D'ailleurs, mon prénom, c'est Véronique. Ça aurait été. Voilà. Et moi, de mon côté, il y a quelques années, je suis tombée sur une carte postale que ma grand-mère avait écrite à mon frère aîné, peu de temps avant ma naissance. Mon frère avait déjà 2 petites sœurs et ma grand-mère lui avait écrit « Embrasse bien ton petit frère qui va naître ». Voilà, le petit frère, c'est moi. À l'époque, l'échographie n'existait pas, mais ma grand-mère l'avait inventée avec beaucoup d'autorité. Voilà, donc on va quand même faire un court état des lieux pour repérer les grandes tendances et exposer des faits scientifiques pour comprendre ces différences. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de réfléchir à
comment faire avec ces différences et pas malgré nos différences. Et alors que certains mouvements féministes cherchent à gommer des différences, eh bien, parce que dans l'objectif de supprimer les violences, nous, on vous propose ce soir de regarder les choses autrement parce que l'altérité, eh bien, peut être source de richesse si elle est comprise et bien vécue. Cette altérité, c'est une bonne nouvelle, elle est voulue par Dieu et pour notre plus grand bonheur. Hommes et femmes, il les créa, à son image, il les créa. Et voilà, et vraiment, c'est un beau programme et c'est vraiment un merveilleux programme qui nous attend. Ce soir, on va parler du couple, des différences, des relations, en sachant bien que chaque personne est unique et évidemment, chaque couple est unique. Vous avez chacun vos histoires, vous avez, voilà, vous êtes très différents. Il y a des couples qui sont mariés depuis longtemps, il y a des jeunes mariés, il y en a qui se préparent au mariage, d'autres qui sont remariés. Voilà, donc vous avez chacun, vous êtes chacun par votre expérience des spécialistes du couple. Et nous, ce soir, on va être des généralistes. C'est-à-dire que, voilà, on va peut-être même faire des généralités. À vous de piocher ce qui sera bon pour votre couple. Alors, comment va se passer la soirée? Eh bien, dans un premier temps, on va repérer en fait quelles sont nos différences en nous appuyant surtout sur des études scientifiques. Hein. Puis, dans un deuxième temps, on va parler sexualité parce que nous avons un corps pour aimer. Et dans un troisième temps, eh bien, on parlera de l'écoute et de la communication. Comment écouter cet autre que moi, qui est mon conjoint et que j'ai choisi. À la fin de chaque partie, un tout petit résumé et surtout 3 questions que l'on vous proposera de noter et puis qui vous permettront de revenir plus tard justement sur notre échange de ce soir et pour vous permettre d'échanger entre vous en toute simplicité et voilà, humilité et ouverture entre vous. Entre vous en couple. On imagine que vous vous regardez en couple, mais peut-être pas. Hein, mais voilà, il y aura des questions qui sont posées. Et puis, on vous proposera à la fin des références de livres aussi. Alors, avant de parler d'aimer en vérité, on pourrait s'interroger sur le sens du verbe aimer. En français, le verbe aimer recouvre un large champ. Le chat aime la souris, j'aime le chocolat, j'aime mon métier, j'aime mes enfants, j'aime mon conjoint, ma paroisse, bref, vous avez compris, on n'est pas sur le même registre. Eh bien, les Grecs, eux, avaient bien pris en compte des différentes dimensions du verbe aimer avec 4 mots pour parler de l'amour. Storgé correspond à l'amour familial, l'amour loyal, protecteur. Une protection dans le couple, une protection dans la famille aussi. Notre rôle d'éducateur, c'est de protéger nos enfants. Philia, c'est le lien d'amitié, un lien social qui va concerner l'altruisme et qui va rechercher le bien commun. Ce lien s'exprime à travers le respect, la solidarité, la camaraderie. Eros, c'est ce qui exprime le désir, la passion, l'attirance physique, sexuelle et pulsionnelle. Et lorsque son intensité est canalisée, eh bien, c'est le premier pas vers un amour plus durable et plus profond. Eros est à la racine d'érotisme. Il est présent dans le couple pour s'aimer avec nos corps. Et agapé, enfin, l'amour avec le grand A, l'amour désintéressé, hein, le plus pur et inconditionnel amour qui existe. Un amour tout donné à l'autre, un amour généreux, qui nourrit et qui trouve satisfaction à donner de l'amour. C'est ce double mouvement de don et d'accueil qui va aussi procurer, faire en sorte que la fécondité en découle. Donc, chacune de ces dimensions est appelée à être présente dans la relation amoureuse du couple. Un amour protecteur, aimer d'amitié, aimer avec passion et aimer dans le don et dans l'accueil. Alors, oui, mais pour s'aimer, aimer n'est pas toujours si simple. Et pour s'aimer avec nos différences, on va d'abord essayer de voir d'où viennent nos différences et ce qui nous permettra ensuite de mieux les comprendre. Alors, on le disait en introduction, elles sont manifestes, mais depuis quelques années, elles sont remises en question. En fait, il faut prendre ça comme une bonne nouvelle parce que ça nous permet de nous questionner, de nous interroger, de creuser cette question parce que
on va revenir aux fondements scientifiques et pour vraiment s'assurer dans cette conviction de l'altérité. On vous recommande en particulier René Écochard, qui est médecin et qui a fait un énorme travail de synthèse sur les recherches neurobiologiques, et puis Yvon Dallaire pour son approche de psychologue et de sexologue. Alors, c'est bien connu, nous avons un seul chromosome sur 46 qui diffère entre l'homme et la femme. Sur la 23e paire, on voit les chromosomes XX pour les femmes et XY chez l'homme. C'est une toute petite différence, mais avec des grosses conséquences. Chacune de nos cellules dans notre corps eh bien, porte cette différence, et ce signe XX ou XY. Et donc, cette différence va d'abord marquer le côté anatomique. C'est généralement la première chose que dit la sage-femme à la naissance, c'est une fille, c'est un garçon. Et ces différences génétiques vont avoir un lien avec nos hormones. On sait que la testostérone et l'œstrogène pour les filles, la testostérone pour les garçons, l'estrogène pour les filles, vont agir directement sur les caractères sexuels secondaires au moment de la puberté. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces hormones, elles agissent déjà in utero et jusqu'à environ la première année après la naissance. Et c'est ce qu'on appelle la mini-puberté. Le cerveau va ainsi baigner dans ces hormones et être sexualisé. Alors, des études montrent que dès le 4e jour après la naissance, les nouveau-nés filles sont plus attentives au visage et au regard, par exemple, et les garçons plus aptes à suivre les objets. Et ça n'est pas lié à l'éducation. On constate aussi que les petites filles ont en général plus d'aptitude à la communication verbale et non verbale, et que les garçons ont en général un goût plus développé pour l'analyse systématique. Avec la puberté, on voit bien que le corps de la femme est rythmé par un cycle. Il se prépare à porter la vie, à donner la vie, à la nourrir, à la protéger, à en prendre soin. La femme va en moyenne faire éclore 400 ovules maximum entre la puberté et la ménopause. Et un ovule dure environ 24 heures. Son corps va vivre au rythme de son cycle avec des variations de plusieurs hormones voilà, jusqu'à la ménopause. Chez le garçon, à partir de la puberté, eh bien, il va y avoir une arrivée massive de testostérone et voilà, ça va rester plutôt stable tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Et son corps va fabriquer des millions de spermatozoïdes en continu et il aura une fécondité permanente et abondante, en légère dégressivité, mais globalement permanente, stable, jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est cette hormone, la testostérone, qui va fournir à l'homme une bonne force musculaire pour attaquer ou pour courir vite éventuellement. On le verra plus loin dans les aspects comportement. Et cette hormone qui met l'homme en tension le pousse à rechercher la prise de risque, les sensations fortes, l'action, le pouvoir, la compétition, montrer qu'il est le meilleur, mais finalement prêt à s'engager pour des causes. On a vu les chromosomes, les hormones, mais alors que se passe-t-il dans le cerveau? Bien, l'imagerie médicale a permis aux chercheurs de voir comment les différentes zones du cerveau interagissaient et où elles se situaient. Chez l'homme, le cerveau est caractérisé par une rigide latéralisation, c'est-à-dire que les zones du langage sont, par exemple, strictement localisées dans l'hémisphère gauche. Et on dit de l'homme qu'il a une pensée linéaire et puis que, globalement, il fait des tâches successives. L'hémisphère gauche, c'est aussi la zone qui héberge la rationalité. Voilà, donc là, la parole va servir à énoncer des faits, délivrer une information, transmettre des connaissances, donc assez direct. L'homme va généralement droit au but. Il ne va pas s'embarrasser de phrases, ce qui fait que vous pouvez commencer à comprendre qu'en définitive, eh bien l'homme, on peut donner l'impression qu'il veut toujours avoir raison. Et donc, l'homme va avoir tendance à résoudre ses problèmes en se taisant. Il a besoin de se concentrer finalement pour étudier le problème.
Et finalement, il peut avoir du mal à recevoir des conseils. Dans le cerveau masculin, les zones qui sont reliées à l'action sont 2 à chaque fois plus volumineuses que chez la femme. L'homme va préférer souvent exprimer ses sentiments par des actes, alors que, on va le voir, la femme utilisera la parole. Autrement dit, l'homme agit ses émotions, alors que la femme, elle, les verbalise. On peut penser à Saint Joseph, par exemple, l'homme qui, par excellence, qui agit pour protéger et dont les évangiles ne relatent pas de paroles. On peut penser aussi à la littérature française, hein, qui montre bien, par exemple, avec Cyrano de Bergerac. Christian, le neveu de Cyrano, ne désire qu'un baiser d'amour, alors que Roxane, elle attend des paroles d'amour. Alors pourquoi la femme verbalise? Chez la femme, les zones du langage sont présentes dans le cerveau gauche et le cerveau droit. Les connexions entre les 2 hémisphères sont plus nombreuses et plus développées dans le cerveau de la femme. Pourquoi? Parce que c'est spécialement grâce à l'œstrogène qui facilite les connexions. C'est d'ailleurs cette grande richesse, hein, de connexion entre les 2 hémisphères qui rend la pensée féminine multitâche. Ça veut dire qu'elle peut faire plusieurs tâches les unes après les autres, plus rapidement. Je me souviens d'une femme qui me disait, qui me faisait part de son incompréhension et de sa déception même vis-à-vis de son mari. Elle me disait, lorsqu'il est en télétravail et qu'il passe devant le panier de linge sale, il ne pense même pas à le prendre. Il l'enjambe, il descend les escaliers et il va à son bureau. Et il passe 3 fois par jour devant ce panier et il n'y touche pas. Oui, l'homme, quand il est au travail, il est tout tourné vers sa tâche, par une seule tâche. Et donc, chez la femme, les zones qui concernent la parole vont se trouver dans le siège du rationnel et de l'émotionnel. Pour la femme, parler, ça va être tisser un lien, construire une relation, entretenir un contact. Et la parole est la preuve d'un sentiment amical, elle est un peu donnée comme une récompense. Voilà. Et puis comme la femme est très sensible aussi au visage, elle perçoit ce qui se passe dans le regard des personnes, elle est pas mal tournée vers l'empathie. Alors ça ne veut pas dire que les hommes ne soient pas empathiques, hein, mais il y a une prédisposition à l'empathie. Et elle aurait une compréhension plus fine des autres. Mais ça veut dire aussi qu'elle utiliserait un langage implicite, un langage sous-entendu, où il faudrait deviner ce qu'elle veut signifier. D'où certains malentendus dans les couples. Voilà, souvent, quand j'ai des entretiens de conseil conjugal, je vois que les hommes sont assez soulagés quand je demande à leur épouse, mais concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous attendez que votre mari devine? Voilà, ça serait quoi? Donc là, enfin les choses sont concrètes et sont dites. Lorsqu'un problème arrive, lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qui va se passer en définitive? Notre héritage ancestral fait qu'en cas de danger pour un même risque réel ou virtuel, l'homme va sécréter de la testostérone et de la vasopressine, qui sont 2 hormones qui vont favoriser l'agressivité ou la fuite. Combattre ou fuir, manger et éviter de se faire manger, ça, on est dans l'héritage ancestral, dans l'héritage de l'homme préhistorique. Et la femme, elle va manifester des réactions protectrices et aimantes en raison de la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Chez elle, parole et proximité vont permettre d'évacuer le stress. Voilà. Et comme la parole est un pont jeté vers l'autre, elle va s'appuyer en particulier sur son conjoint, qui est son principal allié. Voilà, sauf que chez l'homme, on l'a vu tout à l'heure, lui, il est plutôt tourné dans l'action. Et donc, il va vouloir faire disparaître la source de stress en la combattant ou en s'isolant. Et donc, vous commencez à deviner le problème, c'est qu'aujourd'hui, le schéma reste le même, c'est-à-dire que plus la femme va parler parce qu'elle est stressée, par exemple, plus l'homme, lui, va se sentir responsable, agressé, il va vouloir se justifier ou éviter le débat. Et en définitive, en fait, on va enclencher un processus qui n'est pas, qui finalement n'est qu'une escalade, parce que la femme n'arrivera pas à rejoindre l'homme qui, lui, voudra fuir finalement. Et ça, il y a pas mal de couples, hein, qui fonctionnent comme ça.
ça peut dédramatiser et permettre de prendre du recul, de comprendre tout simplement le fonctionnement de chacun. Alors, ce qu'il faut retenir de ce petit topo, là, cette première partie, eh bien, c'est que nous sommes biologiquement marqués. Notre éducation et nos interactions nous façonnent. Nous avons différentes sources d'incompréhension, et donc il va falloir les connaître pour les accepter, vivre avec, ce qui permettra d'aborder d'autres sources de conflits liés, par exemple, à des moments d'insécurité ou de crise dans le couple, comme la perte d'un emploi, ou un déménagement, ou la crise du milieu de vie. Voilà, donc 3 questions et 30 secondes pour les noter. Quelle part de masculin et de féminin j'aime chez toi? Quelles différences peuvent nous éloigner? Quelles différences nous enrichissent? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ces questions-là, hein. On peut vous suggérer, par exemple, de chacun répondre à la question, et puis après, vous pourrez en parler chacun à tour de rôle sans intervenir. On y reviendra dans la 3e partie. En tout cas, je pense que là, il nous voit. Toi, il faut... Hein? Bon, on vous propose d'enchaîner avec la 2e partie. Donc, on a vu que nos différences avaient des conséquences sur les relations dans le couple. On ne vit pas les choses de la même façon. Eh bien, dans la sexualité, il est possible que chacun ait aussi sa propre vision et que ce soit un chemin difficile pour se retrouver. En même temps, ça reste un chemin possible, bien heureusement. Alors, comment aimer avec son corps? Dans cette 2e partie, on va définir la sexualité. On va parler des différences entre les hommes et les femmes en matière de sexologie, de sexualité. Et on va évoquer quelques idées reçues. Et puis, je vais vous proposer 7 points d'attention pour une bonne entente sexuelle. Alors, la définition de la sexualité, c'est déjà que ça vient du latin sécare. Sécare, ça veut dire segmenter, couper. L'humanité est coupée en deux. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes. Et la moitié de l'humanité regarde l'autre moitié dans tout ce qu'elle a de mystérieux. Dans la Genèse, au 1er chapitre, Dieu sépare la lumière des ténèbres, le ciel de la terre, le soleil de la lune. Il sépare pour rendre fécond, pour que l'un ne soit pas sans l'autre. Et il sépare l'homme de la femme et il va créer l'altérité. Je ne suis pas toi, mais je ne suis pas sans toi. Voilà, Dieu va séparer l'homme de la femme pour que justement il y ait cette fécondité aussi. Hein. Je ne suis pas le tout de l'autre. Et dans notre relation à Dieu, eh bien, l'homme n'est pas Dieu et il n'est pas sans Dieu non plus. Voilà, et de ce mystère, de ce manque va naître le désir. La sexualité, elle a aussi une dimension pulsionnelle. Des pulsions comme le voyeurisme, l'agressivité. Ces pulsions sont des forces vitales à canaliser. Le risque, ça serait de prendre l'autre pour un objet, de le prendre pour mon propre plaisir. C'est le contraire de la chasteté, on parlera de la chasteté tout à l'heure. Et donc, une éducation aux pulsions est nécessaire. Et si on veut se respecter et respecter l'autre, il va falloir apprendre à les contenir, ces pulsions, à les différer, à les orienter. Et ça, c'est pas si naturel. La sexualité, elle est aussi relationnelle, puisqu'elle va être donnée à travers une relation à travers le plaisir reçu et le plaisir donné. Et Dieu vit que cela était bon. On va aussi parler du plaisir. Elle est relationnelle à travers la tendresse, la créativité, le langage. Et elle va introduire cette dimension de relation. Et puis, la sexualité, elle est féconde aussi. Évidemment, cette fécondité biologique, hein, qui est faite de notre complémentarité des corps, mais c'est aussi un chemin, on peut parler aussi de la fécondité du couple, tout simplement. C'est un chemin proposé au couple pour grandir. Elle n'est pas figée, elle va s'inventer, elle va se réactualiser au fil du temps.
la sexualité, c'est un sujet sensible parce que c'est le lieu de nos fragilités, c'est le lieu de la communion du couple et c'est aussi parfois le lieu de nos incompréhensions. Alors, quelles sont les différences qu'on peut en général, et là, attention, hein, on va faire des généralités, on ne veut pas enfermer non plus là, dans toutes les cases, mais qu'est-ce qu'on peut repérer en général comme différence chez les hommes et chez les femmes concernant la sexualité? Alors, les recherches scientifiques ont montré que chez l'homme, la zone qui implique la motivation sexuelle est 5 fois plus volumineuse que chez la femme. L'homme a en général des pulsions plus fortes que la femme et le premier organe sexuel chez l'homme, bien, ce sont ses yeux. Et la question pour l'homme et la femme se pose donc naturellement, c'est comment je regarde l'autre et qu'est-ce que je donne à voir. Et par exemple, au sein du couple, l'attention qu'on porte à notre apparence physique va avoir de l'importance, et pour la femme et pour l'homme. Parce que si la femme passe son temps à se trouver moche et à le dire à l'homme, eh bien, l'homme va finir par y croire. Et donc, voilà, de façon imagée, on dit aussi que l'homme allume le feu très vite et que la femme met plus de temps à faire bouillir l'eau. Alors, je vous propose un petit schéma pour comprendre cette phrase. Et on va parler du plaisir. Voilà, ici, on va avoir l'intensité du plaisir. Ici, on a la durée. Et chez l'homme, comme chez la femme, il y a 4 étapes dans la relation sexuelle. Voilà, on va commencer par l'homme. Il y a la première étape de l'excitation qui est de la stimulation. Et puis, il y a un plateau. Puis ensuite, il y a l'orgasme. Et après, il y a la résolution. Voilà, donc on voit 4 étapes. Stimulation, plateau, orgasme, hop, avec le point d'or, et puis résolution. Bon, c'est un peu exagéré, c'est schématisé, voilà. Mais c'est pour expliquer ces 4 temps chez l'homme et chez la femme. On va avoir aussi stimulation, excitation, mais alors ça va être beaucoup plus sous forme de vagues, ça va prendre plus de temps. Et puis le plateau va arriver, et puis l'orgasme, et puis ça va redescendre, voilà, en douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le même rythme entre hommes et femmes, et qu'il va falloir comprendre les chemins d'accès au plaisir. Quel est mon chemin d'accès au plaisir? Quel est celui de l'autre? Parce que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Il est possible aussi que chez la femme, il n'y ait pas forcément d'orgasme et que, en fait, voilà, ça continue comme ça et puis ça descend après. Et le sentiment de satisfaction sera présent aussi dans la relation sexuelle. Alors voilà, vous pouvez retenir que la relation sexuelle, c'est du sport. J'ai mis S pour stimulation, mais plus exactement, c'est l'excitation, cette période de ce plateau, voilà, avant le moment de plaisir qui est l'orgasme, et puis la résolution qui est qui n'a pas le même rythme non plus chez l'homme et chez la femme. Le fait d'avoir une relation sexuelle, pour l'homme, ça va le détendre, alors que la femme a besoin d'être détendue pour avoir une relation sexuelle. C'est une généralité et ce n'est pas systématique. Certains ont besoin de toucher le cœur pour aller au corps et d'autres ont besoin de toucher le corps pour aller au cœur. Alors, la femme est complexe et changeante. Ce qui est source de plaisir chez la femme à un moment ne le sera pas forcément la fois d'après. Et donc, voilà, ce schéma est sans doute un peu caricatural, mais s'il vous fait réagir, eh bien c'est qu'il y a peut-être un petit peu de vrai dans cette photo. On a sélectionné 3 phrases, 3 idées toxiques qu'il pouvait y avoir concernant la relation sexuelle. La première phrase, c'est « la sexualité, c'est la base du couple ». Voilà, il y en a même qui essayent la sexualité avant de s'engager parce qu'ils disent qu'il faut voir si on s'entend bien sexuellement, c'est important. En fait, la sexualité, du coup, là, ça questionne la place dans le couple. En fait, la base du couple, c'est l'estime de soi. Si je m'estime de façon juste, je vais pouvoir aimer l'autre à sa juste place.
Et ben sinon, c'est la porte ouverte à la jalousie, au doute, à la, oui, à la compétition, par exemple, ou à la dépendance aussi. Donc la base, c'est l'estime de soi. Les piliers du couple, c'est la tendresse, la communication, les projets, la spiritualité, les engagements. Voilà, la sexualité fait partie des piliers. Et en fait, ce sont tous ces piliers qui vont maintenir la stabilité du couple. Deuxième idée reçue, ou deuxième idée toxique, on va dire, la sexualité, c'est le 7e ciel. Voilà, et là, ça questionne la place du plaisir dans la relation sexuelle. En fait, la relation sexuelle, elle peut être simplement agréable, stimulante, reposante, réjouissante. Parce que le problème, c'est que si on met le plaisir sur un piédestal, si on l'idéalise, eh bien, le couple va avoir, ça va empêcher d'en profiter souvent, parce que plus le plaisir est recherché, plus il va avoir tendance à fuir. Le but de la sexualité, c'est l'échange, le rapprochement, se dire son amour avec des gestes, être unis. Et donc, c'est important d'accepter aussi qu'il n'y ait pas forcément d'orgasme, c'est ce qu'on a vu sur le schéma, hein. Et ce sentiment de satisfaction, eh bien, ça va être aussi la preuve d'une bonne entente sexuelle. Et puis, c'est pas obligé non plus d'avoir l'orgasme en même temps. Enfin, parfois, il y a des injonctions qui peuvent bloquer. Ou faire croire que en fait, ça s'est mal passé. Ben non, voilà, le plaisir, il est partagé et il n'arrive pas forcément au même moment. La relation sexuelle, c'est la rencontre de deux êtres humains en chair et en os, avec leurs histoires, leurs peurs, leurs désirs. Chacun porte en lui ses empreintes qui vont donner une coloration à la sexualité. C'est quoi une empreinte? C'est ce qui m'a marqué et c'est ce qui va rester inscrit dans ma mémoire. Je sais les dégâts possibles de l'empreinte inscrite dans le cerveau d'un enfant lorsqu'il est tombé sur des vidéos à caractère pornographique très tôt. Si ce n'est pas verbalisé, ça va être imprimé. Eh bien, il en est de même pour les abus, hein, aussi. Le corps a une mémoire et ce corps, il va s'exprimer à travers la sexualité. Alors, la sexualité, en fait, ce n'est pas de la cuisine. Pour réussir un bon plat, on prend une bonne recette. Pour réussir sa sexualité, eh bien, il suffit d'être soi-même, de se libérer des normes et des injonctions que les médias nous renvoient. Troisième phrase, voilà, troisième idée reçue, les méthodes naturelles, c'est frustrant, ça fragilise le couple. Alors, les méthodes naturelles, c'est exigeant, oui. On s'est remémoré il n'y a pas longtemps un été où Laurent revenait de 7 mois de mer. Il avait été sur le porte-avions, Laurent est marin. On venait d'avoir notre 4e, elle avait 3 mois. Il faisait beau, il faisait chaud, on était en vacances, on était détendus. Voilà, tous les voyants étaient au vert pour qu'on ait un 5e. Bon, c'était pas dans les dossiers urgents, hein. Et voilà, en fait, c'est vrai que c'est pas facile et pourtant, bah, c'est l'occasion de dialoguer et puis de vivre une intimité autrement. Alors, on avance tous avec nos bonnes volontés, mais aussi nos pauvretés, nos limites et nos tâtonnements. Alors, la frustration, oui, elle peut être vécue négativement et notamment si elle n'est pas verbalisée au cœur du couple. Ou bien si l'un des conjoints l'a subie plus qu'il ne l'a choisie, et du coup, il va accumuler de la rancœur et des rancœurs non exprimées. Mais cette méthode sera bonne pour le couple si elle a du sens pour les deux et si elle est vécue dans la confiance. Et pour ça, il est important de se former. Il ne suffit pas de regarder des petits podcasts sur Internet, hein, mais c'est important de se faire accompagner par des moniteurs qui sont vraiment les spécialistes de ces méthodes-là. Parce qu'elle est exigeante en fait. Elle demande une bonne rigueur. Et puis, le plaisir est dans l'attente. Se donner rendez-vous, différer, se préparer, pouvoir canaliser ses désirs pour les mettre au service de l'amour, eh ben, ça va faire grandir le couple aussi. Et puis, si les deux sont vraiment impliqués dans cette méthode, quelle richesse quand le mari sait où en est sa femme dans le cycle. Alors voilà, on a vu
les trois idées reçues, ou en tout cas les trois phrases un peu toxiques qu'on a repris un peu. Et là, je vous propose 7 points d'attention pour une bonne entente sexuelle. Alors, au préalable, c'est important de savoir que l'absence de sexualité tue la sexualité. C'est un peu comme le sport ou la prière, hein. Moi, je fais du sport, moi, j'ai envie d'en faire. Et bien, la sexualité, c'est ça, hein. Voilà, ça s'entretient, ça se pratique aussi. Alors, premier point d'attention, et là, ça va prendre un peu de temps parce que c'est important, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire, c'est de chercher l'unité grâce aux 3 en 1. Alors, le 3 en 1, c'est quoi? C'est connecter, c'est les 3 dimensions qui constituent notre personne. Vas-y, ouais. On a, pour définir ce que c'est, enfin définir, oui, pour voir ce que c'est qu'une personne, voilà, ça c'est moi. J'ai une dimension physique, mais j'ai aussi une dimension psychologique, et puis j'ai une dimension spirituelle. Intégrer ces 3 dimensions, déjà, ça va me permettre d'être alignée avec moi-même, de me respecter moi. Et puis, il va falloir être connecté avec l'autre. La sexualité, si on veut une relation, une entente de qualité, il va falloir se connecter et être relié à l'autre, voilà, qui lui-même, eh bien, a une dimension physique, psychologique et spirituelle. C'est important, hein, au niveau du corps, que je sois d'abord bien dans mon corps, et on va en parler tout à l'heure, hein, comment apprivoiser son corps et le corps de l'autre. Se regarder le corps de l'autre. Si jamais j'ai de la rancune, si jamais je suis en colère, si on s'est disputé, si ça va pas bien, ça va être difficile de se donner à l'autre s'il y a des tensions de ce côté-là. Et puis au niveau spirituel, comment on vit notre spiritualité tous les deux? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on se partage une parole du jour qui nous a marqué? Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est relié spirituellement? Voilà, ce premier point, il est important parce qu'il définit aussi la chasteté. En lisant dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2337, il définit la chasteté en disant que c'est l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. Intégrer toutes ces dimensions-là. L'intégration, c'est l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Bon, on a rajouté du psychologique. Et alors, la chasteté, c'est l'intégrité de la personne dans l'intégralité du don. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que je suis unie à moi-même et puis je vais me donner intégralement. J'aime bien la définition aussi d'Adrien Cambiard. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, moi j'aime beaucoup la lettre à Philémon. Et il va parler d'une sexualité authentique. On parle d'aimer en vérité, aimer de façon authentique. Eh bien, cette sexualité authentique, il dit, elle n'est pas centrée sur elle-même, obsédée par sa propre jouissance, mais elle est don. C'est l'autre qui donne sens à mon propre corps. C'est parce que je le donne, non dans une soumission contrainte, mais dans une communion joyeuse, que ce corps, avec ses désirs, devient ce qu'il est réellement, non une mécanique autonome, mais une partie intégrante de moi-même. Donc, vous voyez, quand on parle de consentement, par exemple, moi, c'est un mot que j'utilise souvent avec les jeunes, mais ce qui est important, c'est ce consentement qui concerne toute la personne. Et voilà, et moi, je parle aussi de consentement enthousiaste. Là, il parle d'une communion joyeuse, mais il y a quelque chose d'enthousiaste, finalement, qui tient compte de toutes ces dimensions de la personne. Voilà, ça, c'était le premier point d'attention pour une bonne entente sexuelle. Deuxième point, eh bien, apprivoiser son corps. Effectivement, c'est ce qu'on disait, ces dimensions physiques. Construire son image corporelle si elle n'est pas bonne. Alors, c'est quoi l'image corporelle? Eh bien, c'est la représentation mentale que l'on se fait de son propre corps, à laquelle s'ajoutent des sentiments, des pensées, des jugements. En fait, cette image, elle se crée à partir des expériences du regard porté sur son corps dès la petite enfance.
Et donc, accepter sa féminité, accepter sa masculinité, c'est aussi consentir à ce que son corps soit comme il est et en s'en émerveiller. Apprivoiser son corps et le corps de l'autre, voilà, à avoir un regard désirant envers le corps de son conjoint, ça va lui permettre de se sentir homme ou femme dans le regard de l'autre. Apprivoiser nos corps en se touchant au quotidien, se masser, s'embrasser, se tenir la main, ça favorise la production d'ocytocine. On connaît les bien-être du hug, voilà, se serrer très fort dans les bras, ne rien dire et juste se serrer, c'est vraiment c'est assez fort ça. Et donc, c'est déjà l'approche de la relation sexuelle, se toucher le corps et pas que les parties érogènes. Et puis se poser la question, 5e point, est-ce que la relation sexuelle, c'est un jeu ou c'est un devoir? On dit que le plaisir est dans l'attente, hein, mais aussi, il est aussi dans la détente. Et ça va être important de pratiquer la pleine conscience, surtout pour les femmes. Hein. Elles ont besoin de se sentir en sécurité et d'apprendre à se détendre, à lâcher le contrôle de leur cœur, de leur corps, être dans l'ici et le maintenant. Donc, il s'agit de mettre en éveil ses sensations et mettre en veille ses préoccupations. 6e point, eh bien, le plaisir de l'homme, c'est de pouvoir en donner à sa femme. Son plaisir sera d'autant plus grand qu'il sera partagé. Voilà, donc ne gâchez pas votre plaisir et vivez-le. Et puis, 7e point, osez développer la communication sexuelle. Parler de ce qui fait du bien, les zones de plaisir, à quel moment, suggérer tel ou tel geste, débriefer, faites un mini bilan, remerciez-vous. Voilà, donc on arrive à la fin de cette 2e partie. Hein. Alors évidemment, c'est très rapide, c'est un peu du survol, mais en conclusion, on vous propose de retenir des petites choses. La sexualité, donc, elle implique toutes les dimensions de la personne, le corps, le côté corporel, psychologique, spirituel. C'est pas un devoir, la sexualité, c'est un échange, un partage qui invite dans la confiance, invite à lâcher prise, à s'abandonner. Et puis, c'est un langage qui évolue dans la vie de couple. C'est d'abord de la relation. Je me souviens du père Denis Sonnet, qui était aumônier au clerc, qui disait « La relation sexuelle, c'est 5% de technique et 95% de relation. » Et c'est peut-être cette relation qui est la plus difficile à vivre. Voilà, donc Stéphane a affiché les questions de cette 2e partie. Voilà, on vous propose de réfléchir entre vous plus tard. Qu'est-ce qui fait que je me sens femme ou homme avec toi? Comment parlons-nous de notre intimité avant, pendant et après? Et qu'est-ce qu'une relation sexuelle satisfaisante pour moi et pour toi? Oui. Voilà, on vous propose de poursuivre avec la 3e partie. Donc, on peut se demander si certains couples ne vont pas bien parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle ou parce que la qualité de la relation n'est pas bonne, ils n'ont pas de relation sexuelle. En fait, tout est lié, les 2 registres, corporel et relationnel, s'entretiennent mutuellement. Alors, on va parler dans cette 3e partie de la relation qui entretient le lien conjugal. Elle est en fait, entre autres, d'écoute et de communication. Une relation de qualité va participer à notre sentiment de satisfaction dans le couple et c'est aussi ça qui va donner un état d'esprit, une atmosphère qui va alimenter la vie du couple. Et finalement, voilà, c'est tout cela qui sera source de fécondité au sens large. Alors on le constate, chacun a sa vision du monde liée à son histoire, son tempérament, ses limites, chacun porte son sac à dos. Alors, comment, avec nos différences, entretenir et prendre soin du lien conjugal? Eh bien, par la communication. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Si on prend 2 personnes, qu'on les met dans une pièce, avec cette injonction, vous avez interdiction de communiquer, eh bien en fait, le simple fait
de se tourner le dos, ou de fermer les yeux, ou de se regarder fixement dans les yeux sans rien dire, c'est déjà une façon de communiquer. On comprend donc avec cet exemple que la communication n'est pas uniquement liée à la parole, mais de bien d'autres paramètres que Stéphane va afficher, parce que voilà, la communication est faite d'un langage corporel, ce qu'on appelle en fait le non-verbal à 55%, donc l'apparence, la distance entre les deux personnes, l'attitude, les gestes, et puis les expressions faciales. Il y a aussi une part de paraverbal à 38% environ, donc le ton, les silences, et le verbal, lui, en fait, c'est-à-dire le sens des mots n'intervient que pour 7% dans la communication. Donc en fait, nos gestes, le ton de notre voix sont des révélateurs extrêmement puissants de nos émotions et de notre disposition de cœur, et de cela de façon consciente ou inconsciente. Alors, avoir conscience de l'importance du non-verbal, du paraverbal, et, voilà, et de la parole, eh bien, tout ça va nous aider à nous libérer de quelques idées reçues. On vous invite, par exemple, à sortir de l'illusion que la parole serait toute puissante. Le fait de parler ne va pas forcément simplifier tous les problèmes, et on l'a même vu d'ailleurs dans la première partie. En allant plus loin, on n'est pas obligé de tout se dire, parce que l'autre est un mystère, il reste un mystère et il restera un mystère. Donc discerner ce que l'on a à dire, ce que j'ai à dire, est-ce que ça va nous aider à faire grandir notre couple, et est-ce que c'est tout simplement le bon moment? Une autre illusion, eh bien, ce serait de croire que plus on parle, plus on se connaît. Et en fait, il arrive que plus on se parle, moins on se comprend. Et dans ce cas-là, bien, la discussion peut tourner en boucle, et puis on peut entendre, mais je te l'ai déjà dit 100 fois. Alors, il pourrait être bon de s'interroger sur ce que je dis à mon conjoint et ne pas croire que mon conjoint est toujours intéressé par ce que je vais dire. Alors, pour avoir une relation de qualité, on va commencer par écouter. La nature est bien faite, et souvenez-vous qu'on a 2 oreilles et une seule bouche, eh bien, c'est pour écouter 2 fois plus. Plus je suis écouté, et pas seulement entendu, eh bien, plus je me sens compris. L'acceptation par l'écoutant, en reformulant, eh bien, va permettre à l'écouté de s'accepter lui-même et être ainsi en mesure de cheminer. Carl Rogers, qui est un psychologue qui a vraiment révolutionné l'écoute, dit « c'est dans la mesure où je m'accepte comme je suis que je deviens capable d'évoluer ». Et donc, c'est à chacun de nous vraiment de nous mettre dans une posture d'écoute qui va permettre à l'autre de s'accepter. C'est en fait une posture d'accueil inconditionnel. Ce matin, j'ai eu un appel d'une personne qui voulait avoir un rendez-vous de conseil conjugal. Elle me demande comment vous procédez. Alors, je dis où c'est, combien de temps ça dure, le tarif, que je m'adapte aux personnes, aux demandes, aux attentes des personnes, que je fais du sur-mesure. Bon, et elle me demande comment vous procédez. Alors, je vais un peu plus loin, je dis bah, écoutez, je pratique une écoute chaste, une écoute qui permet à chacun d'être éclairé dans sa conscience, d'accéder à sa conscience. Et je lui dis, c'est un peu bizarre de dire ce mot-là. Elle me dit, non, c'est très bien, c'est tout à fait ça que je souhaite. Voilà, cette chasteté dont on a parlé dans la partie sur la relation sexuelle, sur la sexualité, eh bien, elle est aussi dans la relation finalement avec les autres, hein, avoir une chasteté pour laisser la liberté de l'autre, hein, en étant dans l'accompagnement et l'aide au discernement. Alors attention aussi par rapport à l'écoute et à toutes ces techniques-là, hein. Mon conjoint n'est pas mon thérapeute. Mais par contre, c'est le lien conjugal qui va avoir des vertus thérapeutiques à travers, entre autres, une écoute de qualité. Alors, on vous propose maintenant quelques incontournables de l'écoute pour écouter en vérité. On vous invite d'ailleurs à relire
l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François, et en particulier les chapitres 136 et suivants. D'ailleurs, le pape François a été extrêmement bien formé à l'écoute. C'est vraiment extrêmement instructif et édifiant, voilà, de relire ces paragraphes-là. Précieux. D'abord, avoir un réel désir d'écouter, c'est-à-dire être présent et disponible. Écouter une autre personne qui est différente de moi, eh bien, c'est une personne qui est à découvrir, et repenser à l'attitude physique, au geste, au regard, pour être finalement en harmonie avec ce désir d'écouter. Tout simplement, quand je rentre du travail, Edith, qui travaille sur l'ordinateur, par exemple, va choisir de se mettre debout et de venir vers moi dans une attitude d'écoute et de rencontre. C'est tout bête comme exemple, hein, ça peut sembler banal, mais en fait, c'est l'occasion de dire aussi combien les écrans ont un impact sur nos relations. Et en fait, on pose au quotidien des choix qui sont structurants, en définitive, pour notre vie de couple. Et quelles sont mes priorités? Avoir un réel désir d'écouter, mais aussi accueillir l'autre sans jugement, c'est-à-dire en l'acceptant tel qu'il est, dans toutes ses dimensions, ses potentialités. Souvenez-vous qu'il est un mystère et qu'il faut nécessiter de faire un pas de côté ou modérer le plexus. Accueillir sans se justifier, ne pas interpréter, ranger les conseils dans sa poche, essayer de laisser l'autre parler jusqu'au bout. Et ça, c'est déjà un grand pas dans l'écoute. Ce silence, lui, il est difficile à exercer en couple parce que voilà, dans la vie de couple, eh bien, notre affectif est extrêmement investi parce qu'on a choisi son conjoint parce qu'on lui veut du bien et qu'il nous fait du bien. Donc, c'est effectivement une attitude qui est difficile. Écouter, c'est aussi se centrer sur la personne et non sur le problème. Et donc, dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Se centrer sur le ressenti de la personne, sur la manière dont elle éprouve les choses et les événements. Et puis enfin, reformuler pour décoder ce qui est dit. C'est-à-dire que la reformulation va permettre de sentir plus profondément ce qui se vit et de synthétiser ce qui a été dit, de reformuler, et voilà, de voir les différentes émotions. Donc, on vous encourage vraiment à vous former à l'écoute parce que d'abord, cette écoute s'apprend, elle n'est pas naturelle. Nous, on a fait notre première formation à l'écoute ensemble il y a quelques années. Edith a poursuivi avec le conseil conjugal, mais ouais, voilà, en fait, moi, je me contente d'écouter ma femme, mes enfants, les personnes avec qui les personnes que je croise. Et puis, voilà, j'en vois vraiment au quotidien les bienfaits. Alors, on a évoqué quelques pistes sur l'écoute, mais aussi, bon, voilà, comment soigner la parole, puisque la parole, eh bien, on l'a vu, c'est 7% dans la part de la communication. Très rapidement, on voudrait quand même rappeler qu'il y a certains termes qui peuvent être à éviter, du style injonction, il faut, on doit, ou t'as pas le choix, et ou les excès, voilà, comme tu es toujours pendu à ton téléphone, etc. Ou même se méfier aussi d'ailleurs des injonctions ou des phrases doublement négatives qui se veulent positives, mais qui en réalité sont quand même à connotation négative. Parce que la relation de qualité, eh bien, se vit aussi en pratiquant la gratitude, faire exister l'autre avec les signes de reconnaissance positifs. Je reconnais chez toi telle valeur, telle qualité, tel don. Et on pourrait avoir tendance à oublier de dire d'abord tout ce qui va bien. Et on aurait peut-être dû aussi commencer par là. Bien finalement, c'est l'humour. Voilà, hommes et femmes, eh bien, il nous créa et il nous a créés et on n'a pas le même logiciel. Et donc, ce logiciel qui est différent fait qu'on voit les choses et les événements de façon différente. Et bien, en fait, avec l'humour, on arrive à désarmer un certain nombre de conflits. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Il y a un espace entre nous et en fait, c'est cette juste place de créativité, de surprise, d'improvisation, d'humilité beaucoup, d'humour, bref, et de joie et de place qu'il faut laisser à la vie.
Par exemple, dans notre couple, on éteint souvent les débuts d'incendie grâce à l'humour, ce qui n'empêche pas de poser les choses et de parler sérieusement lorsqu'on a des désaccords. Mais pour nous, il y a 4 mots qui nous animent, hein, l'humour, l'admiration, la tendresse et la gratitude. Alors, ce qu'il faut retenir de cette 3e et dernière partie, eh bien, écouter, c'est un choix. Il est important de pouvoir faire un pas de côté et s'écouter soi aussi pour comprendre pourquoi cette situation parfois me fait surréagir. Ça va dire quelque chose de moi. Savoir se taire, garder ses temps de silence et puis reformuler, se centrer sur ce que peut ressentir l'autre. Hein. Je te comprends, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec ce que tu vis, avec ce que tu dis. Et puis se faire aider si c'est trop difficile. C'est un chemin d'humilité, mais c'est vraiment un chemin qui fait grandir. Voilà, donc pour terminer cette partie, donc 3 questions. Comment se passe la communication dans notre couple? Qu'est-ce qu'une bonne communication pour moi? Comment je me sens écouté dans mon couple? Et que faisons-nous en cas de désaccord? On va passer aux ressources. Stéphane, si tu veux bien mettre les livres qui ont été nos références pour ce temps de conférence. On a vu que dans le fil de discussion, vous avez mis pas mal de références. Voilà le livre de René Cochard et puis aussi Yvon Dallaire, hein, qui sont ces couples heureux, hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences. C'est donc ces 2 livres qui m'ont pas mal inspiré. La joie de l'amour du pape François aussi. Il y a toutes ces références qui ont été mises. Et puis, on voulait aussi vous partager des outils, des sessions, des retraites qui sont proposées aux couples. Alors là, voilà, on parle du Clair Amour et Famille, mais il y en a d'autres hein, qui se font dans d'autres endroits. Là, j'attire votre attention spécialement pour ces 4 jours, aimer mieux, en présence d'un conseiller conjugal et d'un prêtre. Voilà, c'est du sur-mesure avec des entretiens de conseil conjugal sous perfusion. Les couples en ressentent vraiment changé. C'est extrêmement riche. Voilà, il y en a un qui a eu lieu la semaine dernière, un autre qui aura lieu en juillet, un autre en novembre. Regardez sur le site du Clair. Et puis, vous avez aussi des week-ends sur 2 jours là, pour apprendre à communiquer en couple. Et pour conclure, eh bien, on s'est choisi grâce à nos différences hein, et parce qu'on s'aime et parce qu'on veut le bien de l'autre. Enfin, on s'est choisi grâce ou malgré nos différences. Et il ne s'agit pas de faire des concessions, mais d'agir pour le bien de l'autre parce que je l'aime. Et on aimerait finir avec vraiment la conclusion, la toute dernière phrase du pape François dans Amoris Laetitia, qui nous disait juste avant d'avancer par petits pas. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ces petits pas, de ne pas viser trop haut. Hein. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Edith et Laurent pour cette conférence très riche, très complète, hein, qu'il faudrait presque réécouter parce qu'il y avait énormément de choses sur cet amour au féminin et au masculin. Bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la Confédération nationale. Je regarde, est-ce que vous avez on a peut-être encore le temps, c'est parfait, il est 21h59, vous êtes tout à fait dans les temps. Donc, je n'ai pas de questions particulières. Peut-être une question sur le fait dans un couple où l'un des deux ne parle pas beaucoup, est-ce que vous avez peut-être une recommandation à nous donner pour justement nourrir cette relation?
Déjà, dans un couple où l'un des deux ne parle pas beaucoup, peut-être qu'ils se sont connus sur ce mode-là, donc à questionner aussi. Et puis, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un silence soudain? Ça peut être aussi une question à se poser. Respecter le silence de l'autre, c'est pas simple, hein, parce que on a envie de communiquer et finalement, il y a peut-être d'autres façons, comme disait Laurent, hein, sur notre façon de s'exprimer par d'autres gestes. Je pense en particulier au langage de l'amour, hein, dont parle Gary Chapman. Et bien voilà, il y a les services rendus, il y a tout ce, il y a aussi la patience, je dirais. Il y en a qui vont peut-être qui se taisent parce que l'autre prend trop de place. Parfois, ça peut être ça. Donc, peut-être interroger ça aussi. Et finalement, la parole n'est pas le seul vecteur. On peut s'écrire, on peut avoir d'autres sources de communication. Et des retraites peuvent aussi, des retraites, des sessions, ou des livres qu'on peut lire chacun de son côté, voilà, pour continuer cette communication qui n'est pas forcément faite de paroles. Une petite question quand même. Qu'entendez-vous, Laurent en particulier, par modérer le plexus? Plexus. Bien, le plexus, il est là. Et en fait, quand on a un échange avec une personne, bien, on peut être surpris par la parole. En fait, une personne vient nous voir, enfin, dans le couple, et puis en fait, on est tellement étonné par ce qui se dit, bien qu'en fait, de tout notre être, donc on parlait du paraverbal et du non-verbal, mais en fait, tout notre être va réagir. Et en fait, un des efforts que l'on peut essayer de faire, c'est justement de ne pas faire transparaître ces sentiments à travers cette communication non verbale et paraverbale, et donc modérer le plexus pour accueillir et du coup reformuler pour ensuite aller le rejoindre. C'est respirer un grand coup aussi. En fait, c'est détendre son corps, détendre. Parce que ça se voit quand on est crispé. Et voilà, c'est… respirer par le ventre. Ouais, c'est ça. Et alors, on le dit beaucoup avec les parents d'adolescents, hein, modérer le plexus, parce que les ados, ils cherchent, voilà, donc il faut aussi pouvoir montrer qu'on est costaud. Dans l'écoute, c'est ça aussi. Peut-être une dernière question, en quoi l'estime de soi est-elle la base de l'amour? Eh bien, je peux faire un petit dessin au tableau, hein. J'ai accompagné un couple où, en fait, ils sont connus très jeunes et ils sont construits sur ce modèle-là. Ils s'appuyaient l'un sur l'autre. Ils avaient une estime d'eux-mêmes assez fragile. Et puis, il y a un jour, au fil de temps, monsieur a pris pas mal d'assurance. Il a eu un job intéressant, enfin voilà, et donc il n'avait plus trop besoin de son épouse. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cassée la figure. En fait, voilà, elle pouvait plus compter sur son mari. Et lui, n'ayant plus la nourriture suffisante dans son couple, il est allé voir à l'extérieur. Voilà, il y a eu de l'infidélité dans leur couple. Ils sont venus me voir pour essayer de comprendre ce qui se passait. L'estime de soi, ça va faire, on va faire en sorte, en ayant une bonne estime de soi, qu'on est droit dans nos baskets, chacun, où tu descends l'ordi, on est droit dans nos baskets, chacun, et que c'est ça qui va pouvoir nous permettre de construire notre couple et notre maison, de solidifier. En fait, et c'est ce qu'on dit souvent au clair, hein, quand on intervient dans les écoles, c'est avant d'être avec quelqu'un, soyez d'abord quelqu'un, parce que sinon, le risque, c'est d'en attendre trop de l'autre. Mais en même temps, le fait d'être en couple, ça va aussi, c'est vrai, hein, ça augmente l'estime de soi. Donc, il y a les deux, mais il y a quand même ce double mouvement de fusion et de diffusion. Il n'y a pas une estime de soi suffisamment bonne, il va y avoir un désir de fusion. Et quand il y a fusion, il y a confusion, et c'est assez risqué pour le couple. Merci beaucoup de cette réponse. Une dernière question. Est-ce normal que ce soit l'homme qui déclenche le premier pas vers l'acte sexuel? Est-ce normal? Alors, en matière de sexualité, il n'y a pas de normes.
Et j'ai accompagné des couples où c'était madame qui demandait beaucoup. Alors c'est rare, il faut reconnaître, c'est assez rare. Il n'y a pas de normes. On voyait que au niveau du cerveau de l'homme, eh bien, il est effectivement plus attiré, on va dire, et qu'en général, l'appétit vient en mangeant chez la femme. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de normes, mais c'est aussi un fonctionnement du cerveau, mais qui n'est pas systématique non plus. Voilà, il y a des femmes qui souffrent énormément parce que leur mari ne leur donne pas cette tendresse dont elles auraient besoin au niveau de leur relation intime. Alors, plusieurs… Oui, pardon. Non, mais je rajouterais peut-être aussi que, comme je le disais au début, en fait, c'est que le premier organe sexuel de l'homme, bah, sont ses yeux. Donc, voilà, ça peut aussi expliquer en fait un déclenchement assez rapide finalement. Très bien. Alors, plusieurs personnes nous demandent de revenir sur les 7 points d'attention pour une bonne entente sexuelle. Donc, on ne manquera pas peut-être peut-être de communiquer ces conseils sur le site. On verra comment est-ce on peut vous retransmettre ces conseils qui ont effectivement été rapidement énoncés. De toute façon, vous avez ce podcast qui sera, je pense, dès demain disponible sur le site de la conférence nationale des AFC, la Confédération nationale des AFC. Je crois qu'on a dépassé le temps. Il n'y a plus de questions. Je voulais simplement remercier encore une fois Edith et Laurent pour cette conférence passionnante. C'était le regard d'un couple sur l'amour au masculin et au féminin. Nous avions eu le regard de la psychologue et de la thérapeute. Je vous donne rendez-vous le 25 mai pour le regard du prêtre. Quelles ressources spirituelles avons-nous en tant que couple? Notre vocation, c'est la sainteté. Quelle sainteté dans le couple? Je vous remercie tous de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.